Aujourd'hui commence ma longue série de vidéos sur les films Marvel. Et comme tout le monde, c'est la fin qui m'a marqué. Mais on verra ça plus tard. Le MCU commence donc avec le personnage de Tony Stark, un milliardaire, vendeur d'armes, alcoolo et dragueur, ce qui déjà tranchait radicalement avec tout ce qu'on avait vu jusque-là. Hormis Hancock, mais bon, il était sorti la même année. C'est ce perso la force de ce film, qui reste quand même assez simple dans sa construction et pas foufou en termes de scénario, mais bon, c'était pas ça le but. Le but était de faire un film suffisamment qualitatif, sans trop prendre de risques, pour pouvoir lancer le MCU. C'est sa simplicité, sa force. Tout sera assez cliché en termes d'histoire avec un grand méchant très méchant et un gentil qui découvre sa mission de vie grâce à son armure. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais analyser ce plan vers le début et celui-ci qui est à la fin et qui se répondent. Ici, Tony est seul dans ce désert et tout explose autour de lui. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment le début du film, mais chronologiquement parlant, c'est le début. Ici, il est seul dans le désert, tout comme dans sa vie, et c'est ses propres armes qui manqueront de le tuer plus tard, à cause des magouilles qui sont faites dans son dos. On remarquera aussi que le souffle le fera bouger, ce qui est un peu évident, mais ça montre aussi qu'il est humain. C'est très important pour ce héros, car jusque-là, le cliché du super-héros qui s'éloigne de l'explosion, voilà, on a déjà vu ça, et ce sera aussi présent dans le film. Mais jamais les héros ne seront affectés par l'explosion, Et là, si. Notre héros est un humain, il est tout aussi vulnérable que n'importe qui. Non mais je vous jure, c'était important car à l'époque, tous les super-héros avaient des pouvoirs et c'était couillu de commencer le MCU avec un super-héros mais sans pouvoir. De plus, c'est littéralement un présage car c'est la vente d'armes qui sont faites dans son dos qui le fera bouger de son piédestal. Et ça, juste un peu plus tard. Tout comme le plan de fin où il dit son traditionnel « Je suis Iron Man » et en regardant la caméra. C'était la première fois qu'enfin on nous présentait un film de super-héros où celui-ci n'avait pas d'identité secrète. Et perso, j'étais en mode « Ah, bah enfin, ça fait du bien !» J'avais aussi l'impression qu'on nous prenait enfin au sérieux en tant que spectateur, tu vois. Que jusque-là aussi, on avait beaucoup de films de super-héros, mais qui étaient orientés vraiment pour les gens qui avaient 10-15 ans, donc ça commençait à être un peu lourd. Et on retrouvera cette même logique dans Spider-Man No Way Home, où son identité est dévoilée. Et cette fois-ci, contre son gré. Mais je trouve ça intéressant, car à ce moment-là, déjà dans Far From Home, donc dans le 2, il était présenté comme le successeur à Tony. Et on lui donne un peu à faire le même parcours. De plus, les regards caméra sont rares dans le cinéma, car ils ramènent le spectateur dans la réalité. Et ici, c'est bien fait, Ce regard est là pour vous dire « ça vous a plu ?» Tout ce qui arrivera ensuite sera encore plus énorme. Il est maintenant entouré de monde, notamment de son ami qui deviendra War Machine, ainsi que de sa future femme. Le fait qu'il se déclare aujourd'hui être Iron Man indique bien qu'il est enfin sur le chemin de son destin. Et là, avec le recul, on pourrait même dire que le studio Marvel lui-même était dans une période de traversée du désert, tandis qu'à la fin, toute l'attention des médias est enfin sur lui, sur le studio, tu vois. Vous savez, à l'époque, le studio Marvel était inconnu du grand public et utilisait surtout les droits des franchises de super-héros pour survivre en les vendant à des tiers. Pour la création de ce film, il y avait deux grosses problématiques. Premièrement, rendre crédible l'utilisation d'une super armure, même si, faut pas trop réfléchir, mais ça marche car on est dans un futur proche avec un véritable génie qui a un budget illimité. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre ça, dans mon décor. Voilà. Tu tombes pas, non, tu tombes pas. D'ailleurs, ce sera le seul film du MCU où Robert Downey Jr. revêtira intégralement une armure en vrai, alors que par la suite, ce sera essentiellement du CGI, car l'armure en elle-même, était trop lourde pour l'acteur et l'empêchait de bien bouger. Il y en aura en tout 3, celle du début, bien bricolée, faisant référence à la toute première apparition d'Iron Man. Ouais, pas foufou à boîte de conserve. Puis la marque 2, mais également la super armure du méchant. On retrouvera cette même mouvance dans les Batman de Nolan, où l'on essaye de donner un côté réaliste à tous ces gadgets. Deuxième problématique, mettre à jour un super-héros datant des années 70. Là, franchement, c'est très très moulant. Tony Stark ne rate jamais les journées où il faut faire les jambes à la salle. Donc je disais, mettre à jour le perso en l'insérant dans une réalité contemporaine. C'est pour ça qu'il sera fait prisonnier par des talibans et je trouve ça vraiment très intéressant qu'en fin de compte tout soit orchestré par un américain pour vendre des armes. Exactement comme la théorie du complot entourant le 11 septembre. Intéressant. Créer le MCU, ça a pas été facile, car il y a eu plein de scénarios pendant plus de 10 ans. Déjà en 97, Nicolas Cage demandait à ce que ce soit lui qui joue Tony Stark. Ensuite, ça a été Tom Cruise qui a demandé, mais il y a eu tellement de scénarios différents proposés que c'est limite un miracle que ce premier film n'ait pas été un four. Tiens, allez, pour le plaisir, voici quelques anecdotes rapides. Numéro 1. Pour produire la phase 1 de manière indépendante, le studio Marvel a emprunté 525 millions de dollars à la banque Merrill Lynch. Ça, c'était avant le rachat par Disney, et
ils ont dû mettre en gage les droits de Black Panther et de Doctor Strange. Numéro 2. Dans un des scénarios, il était indiqué que Tony Stark avait été le créateur des bras robotiques d'Octavius dans Spider-Man 2 là, ce qui aurait rattaché le MCU au monde de Spider-Man, mais bon, faute de droit avec Sony, bah ça a été supprimé. Comme quoi Marvel et Sony, niveau droit, bah ça a toujours été difficile. Numéro 3. Le producteur et créateur du MCU, Kevin Feige, ou Kevin Feige comme tu veux, travailla d'abord pour la première fois sur le film X-Men, et c'est ça qui lui a donné en fait envie de créer sa propre saga, à l'image de Star Wars, Seigneur des Anneaux, non peut-être pas le Seigneur des Anneaux parce que c'était pas à l'époque, mais ouais. Comme Star Wars, voilà. Et vu que le studio Marvel était littéralement sous oxygène, bah il a très vite été promu directeur. Franchement, mais beau gosse le mec, il débarque comme stagiaire et 6 ans plus tard, c'est lui le boss à 33 ans. Ce qui m'amène à numéro 4, lorsque Tony fait son premier test de vol, il demande à Jarvis « C'est quoi le record du SR-71 ?» Là, vous le voyez, ça vous dit rien ? C'est l'avion des X-Men. Clin d'œil à Kevin Feige, comme il a travaillé sur les 3 premiers X-Men. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, place au film qui démarre par Back in Black d'ACDC. Là aussi, référence totalement au studio Marvel, qui marque son grand retour alors que tout le monde avait parié sur la faillite prochaine du studio. Puis il y a l'attaque et flashback où on nous présente le perso et toutes ses réussites. On notera que directement ici, on nous présente le méchant qui se sent au-dessus de la planète entière, ou là où il est dans l'ombre de Tony. On notera que Tony regarde toujours vers la gauche, même ici qu'elle est tournée vers le passé et non l'avenir. Parce que je vous rappelle qu'on est au début du film, avant qu'il se fasse kidnapper. Comme en Occident on lit de gauche à droite, il y a une tendance en analyse à dire qu'à gauche c'est le passé et à droite l'avenir. On retrouve cette logique sur l'affiche où les persos sont tournés vers l'avenir ou bien regardent de face, mais jamais à gauche. Après voilà, ça marche pas forcément à tous les coups, si on regarde l'affiche d'Endgame, ils regardent tous à gauche. À moins que ça fasse référence au fait que la solution pour tout arranger viendrait du passé. L'évolution de notre perso ici, ce sera ça. D'abord quelqu'un qui est tourné vers l'instant présent et le passé, puis ensuite, il se demande quel héritage il laissera. J'ai pas eu le temps de dire adieu à mon père. J'ai enfin ouvert les yeux, et j'ai enfin compris que j'avais mieux à offrir à ce monde que les objets qui explosent. C'est là que je vous disais le point fort du film, c'est qu'on nous présente un perso qui n'a rien à voir avec les super-héros. Le premier plan sur lui, ce sera cette main tenant un verre de whisky, et on le retrouve ensuite ici à jouer dans un casino avec un Happy, mais tellement mince. Si je dis ça, c'est pour glisser de l'anecdote qu'il a perdu en fait 32 kilos à partir du moment où il a su qu'il serait réel du film. Concrètement, c'est pour ça qu'on aime Tony, Il est totalement aléatoire dans tous les aspects de sa vie jusqu'à sa manière de parler ou de bosser. Et bien sûr, l'humour, les blagues évidemment. Allô ? Tony ? Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'est rien, je conduis sans la capote. Ce que j'adore vraiment, c'est toute cette première partie de film avec la création de l'armure et toutes les discussions avec son docteur qui lui feront prendre conscience qu'il n'est pas seul dans l'univers, que d'autres personnes souffrent sur Terre et que potentiellement il pourrait les aider. Ça aussi, je dois pas être le seul, mais les phases de création de Tony, quel que soit le film, perso ça reste pour moi les meilleurs moments. Tony est cool tout le temps, que ce soit quand il bosse ou quand il est juste Tony, ce qui contraste pas mal avec Captain America qui sera trop sérieux. Attention, j'adore le Captain, on y reviendra concernant son film. Il adore aussi les cheeseburgers de chez Burger King, là aussi je suis d'accord, c'est les meilleurs. Puis on arrive dans le cœur du film, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on pousse un peu plus loin le questionnement de qu'est-ce qu'une arme, qui est digne de confiance pour l'utiliser, lui ou le gouvernement, et est-ce que c'est vraiment judicieux qu'une telle invention soit entre les mains d'un seul être humain ? Mais bon, on reste sur un film de super-héros, on survole un peu tout ça, mais je pense que le film aurait gagné à pousser plus loin cette réflexion-là. Réflexion en plus qu'on retrouve aussi dans le deuxième film, et dans Avengers 3, et dans Iron Man 3 il me semble aussi un peu. Mais là aussi, dans les autres films, là aussi on en parle, mais vite fait, on pousse jamais le concept beaucoup plus loin et je trouve ça dommage. Mais là on arrive au moment que je déteste au plus haut point, la destruction d'une cobra. Ça j'accepte pas, c'est pour ce genre de cas que les CGI c'est bien. Dans les films américains, il y a une espèce de règle où le chien ne meurt jamais, et bien j'aimerais qu'on fasse de même pour les voitures de collection. Puis il y a le grand final, bon c'est pas du tout ma partie préférée, voilà il est méchant, elle c'est la princesse qu'il faut sauver, comme dans le 2, comme dans le 3, bon voilà c'était le cliché habituel de ce genre de film à cette époque. Mais pour moi c'est la partie la moins intéressante. En plus il y a des trucs ça me tue, là quand pote c'est sur l'ordi, il y a un dossier top secret, mais attention, il y a un autre dossier qui s'appelle ultra secret, car ça doit être encore plus secret, oh là là. Connerie de scénariste. Alors c'est pour faire marrer, c'est pour faire un clin d'œil con, je sais pas, mais
Globalement, niveau mise en scène, bon, j'ai rien à dire dessus, c'est efficace sans trop prendre de risques, tout comme le méchant, et je reste convaincu que ce grand final reste une des meilleures fins de film Marvel. Jon Favreau a vraiment fait du bon travail en créant un style de film à la Marvel, avec son humour, sa mise en scène efficace et des personnages attachants. Après oui voilà, je suis d'accord, c'est pas non plus un film à Oscar, mais perso, il n'y a pas forcément besoin que ce soit un chef-d'œuvre pour que j'apprécie un film. Déjà, s'il se tient de bout en bout, qu'il essaye pas de m'inculquer une morale californienne à 2 balles et qu'on a des persos que j'ai envie de suivre, ben moi ça me va. J'adore l'humour omniprésent, j'adore Potts qui doit faire son boulot malgré un patron qui va dans tous les sens tout le temps, tout comme son ami Rod qui doit lui aussi le gérer sans arrêt, même s'il faut avouer qu'en fait, il sert un peu à rien. Et j'adore Happy qui est, bon, certes très effacé, mais qui deviendra le perso running gag du MCU. Tout comme ce pauvre robot qui se fait autant insulter qu'Alexa. Et c'est ça, tu vois, en revoyant une énième fois Iron Man, tu vois, où je me suis fait la réflexion quand même, je me suis dit mais c'est vrai que le scénario est pas foufou, mais les dialogues la plupart du temps ils sont vraiment bien, et les persos ils sont tous bien, et ils sont tous attachants et bienveillants. C'est un des trucs qui manque dans les films d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a vraiment énormément de mal aujourd'hui à faire des persos qui soient attachants. Peut-être à cause des cahiers des charges, peut-être des scénaristes à qui on dit il faut que le perso il soit comme ça, etc. et tout. Même si dans la série Fallout, là pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Il y a des fois quand même, mais on dirait qu'aujourd'hui c'est devenu l'exception, alors qu'avant, que ce soit les séries, les films et tout, je trouve que ils étaient tous très attachants. Les films avaient des problèmes, mais en général, c'était les persos n'avaient pas de problème. Ouais, je crois que c'est ça en fait le truc. C'est qu'aujourd'hui, niveau technique, quoi qu'il arrive, même si le film c'est une bouse intégrale, et ben niveau technique ce sera de la folie. Hashtag Star Wars, tu vois. C'est-à-dire que niveau technique c'est de la folie, mais niveau scénar c'est dégueulasse. Alors qu'à l'époque, niveau technique, c'était pas forcément ça, surtout au niveau des effets spéciaux et tout. Mais au moins niveau scénar et niveau perso, c'était de la folie. Putain, mais pourquoi j'ai clashé Star Wars? Il s'est pris une balle perdue comme ça direct. Non mais, en fait, la dernière trilogie Star Wars, c'est parfait pour expliquer tout ce qui va pas dans le monde du cinéma, je crois. Bref. Alors attends, je me suis perdu dans mon... J'ai voulu sortir un peu des sentiers battus de mon texte là, et du coup, le truc il a continué à tourner sans moi. Mais du coup, avec tout ça, je me pose une question. Iron Man a créé une espèce de formule magique en termes de narration et d'humour, que en fait tous les autres films Marvel ont repris. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne marche plus aujourd'hui? Est-ce que c'est cette formule qui est lassée, ou bien la surabondance de contenu? Sûrement un peu des deux, mais pour moi, c'est le nombre de séries télé dérivées où ça en est devenu limite absurde. En fait, perso, j'ai adoré Hawkeye et Loki, mais alors tout le reste, pour moi, soit j'ai pas vu, soit franchement, comme WandaVision, faut dire les choses, hein, c'est pas foufou. Je sais même pas comment sur Sens Critique elle arrive à avoir une note aussi élevée, puis des critiques qui sont dithyrambiques, alors que je suis en mode, alors oui c'est couillu de vouloir faire référence à des séries d'il y a 50 ans, donc qui parlera pas forcément au public, mais faut dire quand même que au moins, minimum, les 3 premiers épisodes de la saison, et franchement on dort, hein. Ou alors, je sais pas, aujourd'hui on est habitué à ce que les séries elles soient très moyennes, donc dès que t'en as une qui est moyenne plus 1, et ben c'est la série de l'année, je sais pas. Je vais arrêter avec mes phrases des grilles, on va recommencer, vas-y. Conclusion, Iron Man rassemble tout ce qui a fait le succès du MCU. Un film de science-fiction avec beaucoup d'humour, et c'est principalement pour ça qu'on les aime, hein. Mais également pour tous ces persos qui sont attachants, qui ont chacun leur moment, et qui sont marrants, tous. Donc je sais que tout ce qui est MCU ou Marvel, dans le monde du cinéma, c'est un peu considéré comme du cinéma popcorn, un peu du cinéma de merde, tu vois, du cinéma pour le peuple, voilà, on leur donne ça, comme ça les gens ils ont pas à réfléchir. Non, c'est juste, on a des persos bons, on a des blagues, on a de l'humour, il y a de l'action, c'est bien fait, t'as un film qui se tient de bout en bout. Voilà, ça reste un bon film, je suis désolé, mais c'est un bon film. Ok, le scénario, il casse pas à 3 pattes à un canard, mais t'as un film qui se tient, t'as des persos qui se tiennent et qui sont attachants, et pour moi, c'est la base d'un bon film. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, si ton film est sorti en 2008 et qu'il y a encore des gens qui le regardent, déjà c'est un miracle. Et ça montre que c'est pas un film échec. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres films qu'on continue de regarder, même si c'était des bouses il y a 20 ans. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, je considère pas que Iron Man 1 est un mauvais film. Voilà, j'espère que ce premier épisode du MCU vous aura plu. Je vais ensuite enchaîner les autres par ordre de sortie, hein, et le prochain, ce sera l'incroyable Hulk, que j'ai pas encore vu, j'en ai vu aucun, mais ce sera l'occasion. Allez, à plus!